Un ouvrage en collaboration, comme en fait tous les ouvrages que j'ai faits, qu'on peut appeler des volumes, soit des numéros de revue ou soit des livres, ont toujours été faits en collaboration. Je ne sais pas trop pourquoi. Comme je disais, j'ai toujours voulu intégrer des Inuits dans les projets de recherche, la même chose aussi. J'ai travaillé avec des gens de d'autres disciplines. Par exemple, ça a été dans le projet sur les montagnais et la faune, ça a été avec un biologiste. Jean Huot, dans le projet sur les pêches autochtones, c'était avec Thierry Rodon, qui est en sciences politiques, avec aussi Camille Girard, un historien. Puis là, ben, c'est un autre exemple de collaboration avec un autre historien de la Côte-Nord, né sur la Côte-Nord, qui connaît mieux la Côte-Nord que moi dans le sens qu'il vit là depuis toujours, qui connaît les gens, beaucoup plus de gens que moi personnellement, et qui a aussi, en tant que tel, bon, récolté des informations en dehors de nos enquêtes formelles, là, des projets de recherche et ainsi de suite, en rencontrant des gens en dehors de son travail. Mais lui, c'est un historien de Parc Canada. Donc l'été, il a un travail saisonnier. Il travaille pour Parc Canada comme interprète, bon, disons, histoire et culture. Donc, il fait des conférences, organise des activités, et ainsi de suite. Donc, on se connaît depuis assez longtemps, on échange des informations et ainsi de suite. Puis finalement, est arrivé ce projet-là, qui est un projet de Parc Canada, de faire à l'occasion du 100e anniversaire de Parc Canada, mais à large pour le Canada, de faire quelque chose sur la Mangani, où Parc Canada a un projet, pas un projet, mais une réserve de parc. Parce que c'est pas véritablement un parc. C'est une réserve de parc dans le sens que tant que la revendication territoriale ne sera pas réglée, on ne voulait pas hypothéquer nécessairement les résultats de cette négociation-là en créant un parc à bon et due forme qui ne serait pas possible là, de modifier de quoi que ce soit de par la loi. C'est une réserve de parc, en fait, la Bengani, mais ça fait déjà 25 ans que c'est une réserve de parc. Et, comme on l'a dit, la négociation territoriale étant toujours en cours, et surtout dans cette partie-là, à part Natashquan, les autres communautés ne sont même pas en négociation. Donc, on s'est rencontrés à plusieurs reprises quand chaque fois que je vais sur la Côte-Nord, des fois aussi ici à Québec. Il est venu ce projet-là de Parc Canada d'écrire un livre. Et, bon, il avait associé aussi mon ami Bernard Landry, pas l'ex-premier ministre, mais Bernard Landry de Natashquan, avec lequel on a fait un livre sur le commerce à Natashquan, marchand, pêcheur, chasseur, trappeur, acadien inou de Natashquan. Et puis, ben, lui, étant donné certains problèmes, donc lui, il est semi-aveugle, semi-voyant. Donc, il ne pouvait pas collaborer autant. Fait que m'a demandé si je voulais me joindre à eux. Finalement, ben, c'est Guy et moi. Puis Bernard a contribué, mais pour fournir surtout des photos et quelques données, quelques renseignements. En fait, c'est un livre de photos. Hein. C'est un livre de photos dans une collection qui s'appelle une collection 100 ans noir et blanc de la maison d'édition Gilles. C'est des photos avec des vignettes. Le gouvernement du Québec a une collection aussi semblable. Donc, des photos en noir et blanc avant 1960, avec des vignettes pour illustrer, disons, la vie en Mingani. La Mingani, c'est à peu près la moyenne Côte-Nord, là, plus l'île d'Anticosti. Bon, c'est un nom qui a été donné, semble-t-il, par le frère Marie-Victorin, qui l'a appelé Magani, fille de l'eau, dans une de ses publications. C'est là d'où vient le titre. Donc, c'est un projet qui a duré un peu plus qu'1 an.
le plus difficile, je dirais, c'est de s'entendre sur la sélection des photos. Parce qu'au total, lui avait beaucoup de photos. Ben, il collectionne beaucoup les photos, les cartes postales. Bon, Bernard en avait, moi j'en avais. J'ai travaillé aussi dans quelques archives, aussi pour ajouter. Mais on avait à peu près 400 photos, puis il fallait réduire ça à 200 photos. Fait que là, c'est de la sélection des photos à deux ou à trois, parce qu'André contribue aussi, Bernard aussi. Plus on est nombreux, plus c'est difficile de s'entendre sur une ou des photos qui représenteraient, disons, des gens, des activités, des époques, bon, des institutions comme l'Église catholique ou les écoles, et ainsi de suite. Non, et l'évêché, parce qu'il y a eu un évêché sur la moyenne Côte-Nord il y a longtemps, jusqu'à les années 40 quelques, là, 45, plus ou moins, là, que ça a déménagé là aussi actuellement. À Bécomo, des évêchés de Bécomo, qui est l'évêché, en fait, du Golfe Saint-Laurent. Donc, il fallait choisir 200 photos dans tout ça, et puis les regrouper par thématique, là, ça aussi, bon, ça a été moins difficile, ça. Et puis écrire chacun de notre côté des vignettes, avec nos connaissances et notre style différent. Parce que quand on lit, moi je suis plus anthropologue ou factuel, lui est plus littéraire. Donc des fois, c'est un devoir que je donne aux gens qui l'achètent, ou j'en ai donné beaucoup aussi gratuitement. Je dis, bon, essayez de trouver qui a écrit quoi. Parce qu'on n'a pas fait nécessairement chacun des chapitres, là, sauf le premier chapitre sur les Inuits, c'est moi qui ai fait les vignettes tout seul, mais les autres, on a fait chacun des vignettes. Sur les pêches aussi, j'en ai fait plus, mais lui aussi, on a fait. Tandis que quand il arrive les questions des personnages, par exemple, à la fin, c'est lui presque entièrement, parce que lui connaissait ces personnes-là. Moi, je connaissais pas toutes, là, puis leur trajectoire de vie. Et puis, j'ai écrit l'introduction en bonne partie, lui, la revue, il fait des commentaires, etc. Bernard aussi. Donc, c'est un ouvrage collectif à trois, mais il y a juste deux noms qui apparaissent, parce que Bernard, bon, n'a pas voulu que son nom soit associé. Donc, c'est un ouvrage qui n'est pas le résultat, contrairement à d'autres ouvrages de recherche, des projets de recherche et ainsi de suite, mais comme le résultat d'une fréquentation de la Côte-Nord, puis surtout de cette partie-là de la Côte-Nord depuis 50 ans. Là. Commencé les recherches en 1965, donc ça fait 2 ans que c'est publié, un peu moins de 50 ans. Donc, connaissances accumulées par le terrain et par des lectures et ainsi de suite. Et puis aussi, donc, collection de photos que chacun avait d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est pas un ouvrage scientifique comme tel, anthropologique en partie, parce que là-dedans, bon, ils sont décrits des activités de différentes natures, les activités des Inuits, des fois aussi les campements ou les maisons, ou les rassemblements d'été, bon, dans les pêches, les techniques de pêche, les embarcations, et ainsi de suite, aussi le piégeage. Donc, mais c'est un ouvrage, je dirais, plus grand public que les ouvrages des anthropologues publient habituellement. Là. Bon, je pense que ça se vend plus qu'un ouvrage d'anthropologie classique. Je ne sais pas, bon, je sais pas combien d'exemplaires ça en est vendu, quelques centaines, alors que l'ouvrage sur les pêches des Premières Nations, je ne sais pas si ça en est vendu ça. Je n'ai pas eu de compte-rendu des presses, là, mais je ne suis pas sûr que ça en est vendu une centaine. Donc, on se demande des fois c'est une question que je me pose, pourquoi on écrit, pour qui on écrit. À part notre Sainte-Chapelle, puis encore là, dans notre Sainte-Chapelle, on était tellement spécialisés que les gens, en dehors de leur spécialité, ne généralement pas des ouvrages ou des textes qui viennent de d'autres personnes qui travaillent en dehors de leur champ de spécialité. Qui est abonné à la revue Anthropologie et Société. Il y a bien des anthropologues de l'Université de Montréal, pour ne pas les nommer, je pense la majorité, sauf Gilles Bibeau, on m'a déjà dit ça, qui ne sont pas abonnés à la revue. Tu peux peut-être me contredire. Oui, ça a changé. Ça a changé, OK. Ça a changé peut-être. Peut-être qu'il y a eu des efforts de ce côté-là. Mais c'est les anthropologues, ils lisent pas les anthropologues. Qui est-ce qui lit les anthropologues? Bon, le grand public, quand c'est Serge Bouchard, parce que c'est un homme de médium. Bon, ce qui
c'est une base anthropologique, mais en même temps, c'est de la communication, c'est de la diffusion de connaissances pour un grand public et surtout radiophonique ou télévisuel. Donc, en tout cas, par atavisme, continue à publier quand même, mais des fois, on essaie de produire des documents qui sont plus accessibles, comme dans le cadre de la rue de Tétouan, là, j'ai préparé deux petits documents qui sont des synthèses d'entrevues là, avec des photos qui sont pas trop longs, pas trop lourds, que les gens puissent lire relativement facilement, c'est le passé à l'intérieur de la famille, entre parents et amis. Donc, ça a l'air d'avoir un certain succès, donc peut-être continuer dans cette veine-là. Donc, c'est un ouvrage qui n'est pas un aboutissement, qui n'est pas une synthèse, mais en même temps qui se veut un essai pour communiquer des connaissances, des données, des informations, de l'iconographie, qui n'est pas à la portée de tout le monde et qui est plus facilement accessible. Puis peut-être qu'il y en aura d'autres dans ce sens-là, parce que je jongle avec l'idée d'en faire un pour les Inuits seulement. Parce que, étant donné qu'une partie des personnes âgées, des personnes les plus âgées dans les communautés ne lisent pas le français, puis ne lisent pas souvent Innu, ne lisent pas du tout. Qu'autrefois, ils lisaient, puis ça a l'air qu'il y en a qui on lisait beaucoup les cantiques, puis les prières en langue Innu. Mais autrement, il y a pas beaucoup de littératie chez les Inuits en général, même chez les jeunes générations. Mais on pourrait dire la même chose, je pense, des Québécois aussi, d'une certaine façon. On dit qu'il y a une bonne partie de la population qui est analphabète ou à peu près, y compris les jeunes, même des universitaires, c'est analphabète. Des étudiants à l'université, en tout cas. Des professeurs, je ne sais pas. Donc, c'est sûr que des sociétés de tradition orale pensaient à l'écriture et à la littérature. C'est pas nécessairement donné. Donc, des projets là, dans ce sens-là. On va essayer de d'autres façons qu'un ouvrage classique, une monographie ou un livre des presses universitaires, d'essayer d'atteindre donc des communautés Innu, non-Innu de la Côte-Nord, par d'autres types de partage des résultats de recherche. Alors là, on peut passer peut-être à l'autre question, Paul, qui va finir. Là. Comment décrirais-tu ta contribution à la discipline sur un plan théorique? Alors, ça serait le dernier bloc. Donc, j'étais un étudiant de Marc-Adélard Tremblay dans les années 1960, à partir de 1961. Mon premier cours, c'était un cours d'initiation de la recherche empirique ou quelque chose du genre, dans les sciences humaines peut-être. D'ailleurs, il a publié un livre à partir de ses notes de cours, qui est un classique parce que ça s'est reproduit. Il y a des centaines, sinon des milliers d'exemplaires pour les universités et pour les cégeps. Ça a servi beaucoup dans les cégeps et pendant un bon nombre d'années. Donc, après ça, comme l'anthropologie a commencé en 62 avec Marc-Adélard Tremblay, auquel s'est ajouté Albert Doutrelou, c'est sûr que la formation de base était même plus sociologique, parce qu'à l'époque, on se rappelle, c'était le département de sociologie et d'anthropologie jusqu'en 1970-71, là où il y a eu la rupture. Donc, notre formation n'était pas celle aussi spécialisée qu'elle est devenue par la suite avec un programme en bonne et due forme, avec 10, 15, plus 20 professeurs chacun, avec des champs disciplinaires, puis plein de spécialités à travers ça, que ce soit théorique, que ce soit au niveau méthodologique, que ce soit en ce qui concerne les terrains, les différents terrains dans différentes régions du monde. Donc, l'approche théorique qui était celle de l'époque, en tout cas sur beaucoup en anthropologie, c'est le fonctionnalisme. Donc, comme naturellement, je pense qu'on a tous eu ce type de formation-là au départ en anthropologie, puis même un peu au début du département d'anthropologie. Mais le fonctionnalisme, Adélard a été formé aux États-Unis, donc c'est le culturalisme aussi, le fonctionnalisme que le culturalisme américain. Mais
Moi, avec mes lectures, puis à travers le temps, surtout quand j'étais en France, j'ai pu lire davantage que j'avais lu quand j'ai eu ma formation jusqu'à la maîtrise, jusqu'en 1965. J'ai lu beaucoup d'ouvrages d'anthropologues anglais. Et donc, je pourrais me décrire plus structuralo-fonctionnalisme à l'anglaise. Surtout, mon maître à penser était pendant longtemps Evans Pritchard, qui a travaillé, qui a fait, je ne sais plus combien de livres sur les Noirs, que j'ai tout lu l'ouvrage d'Evans Pritchard. Donc, il y avait l'aspect structure des sociétés nomades, mais en même temps aussi, il y avait aussi l'aspect interdépendance des différents éléments de la structure pour former un tout fonctionnel, qui peut changer, mais pas trop rapidement, parce qu'à ce moment-là, ça peut entraîner des ruptures à l'intérieur de la société. Ce qui fait que parmi les premiers enseignements que j'ai faits au département d'anthropologie, ça existait à l'époque, même si c'était en sociologie et anthropologie, si je ne me trompe pas, avant la séparation, c'était des séminaires d'auteurs sur différents auteurs, sociologues ou anthropologues. Moi, le séminaire que j'ai donné, mais pas très longtemps, parce que la formule n'a pas duré énormément de temps, c'était un séminaire qui était sur deux auteurs, Evans Pritchard, et du côté français, c'était Marcel Griot, les Dogons. C'est la fameuse cosmogonie. Puis, bon, on pense qu'il a peut-être inventé des bouts. En tout cas, il a créé un système super ordonné, super structuré, basé sur les connaissances là, de l'univers qu'avaient les Dagons, basé sur les mythes aussi, puis des personnages mythiques, et ainsi de suite. Donc, du côté ethnographie de l'Afrique, on voit ces deux auteurs, deux africanistes. Et à l'époque, j'avais commencé déjà à aller en Afrique en 1965, mon premier séjour, en 64, excusez, en 64, qui a été ma thèse de maîtrise, c'était sur le Rwanda. Donc, structuralo-fonctionnalisme d'une part, mais par la suite avec, je dirais, l'envahissement du matérialisme historique ou du marxisme, on peut dire. À l'époque, au département, il y a eu deux grands courants auxquels on se rattachait plus ou moins. C'est d'une part le matérialisme historique et d'autre part le structuralisme français lévi-straussien, surtout beaucoup introduit par Bernard Saladin, entre autres. Donc, et puis aussi, mon influence dans ces années-là, on est rendu dans les années 70, quand j'ai commencé à enseigner ce qui s'appelait l'écologie culturelle, qui était une forme de fonctionnalisme. L'écologie culturelle, c'était comment, disons, les sociétés fonctionnent bien avec leur environnement et combien, donc, les contraintes peuvent influencer le développement de la culture, mais en même temps aussi, il peut y avoir aussi certains changements avec Julian Seward, par exemple, que les sociétés aussi peuvent introduire dans leur environnement. Donc, j'ai dit, je répète que mon principal champ de recherche d'enseignement qui a influencé les autres. En tout cas, c'était l'anthropologie écologique, ce qui est devenu par la suite, après l'écologie culturelle, qui est devenu, dans mes enseignements, seulement une des phases du développement dans l'anthropologie écologique. Donc, j'ai intégré dans un modèle analytique là, que j'ai utilisé en classe, sur lequel j'ai publié une couple de textes au tout début, dans le premier cahier d'anthropologie qui précède Anthropologie et société. J'ai publié un texte sur... j'en ai publié deux, un sur les stratégies d'adaptation, puis plus tard un sur les processus adaptatifs, mais c'est pas dans l'anthropologie et société. Donc, dans mon modèle, il y avait d'une part disons, les structures dans les modes de production, donc infrastructure, superstructure, puis d'autre part aussi, comme le marxisme est aussi un modèle d'étude de modèle d'étude des transformations des sociétés à partir des sociétés synergétiques jusqu'à venir aux sociétés capitalisme avancé, capitalisme commercial, capitalisme industriel. Donc, j'ai combiné, mais j'ai jamais publié ce modèle-là. J'aurais peut-être dû le faire, mais ça allait. Bon, il n'y avait pas de sollicitation dans ce sens-là. Donc, je me suis intéressé à l'approche processualiste, qui est une des approches dans l'anthropologie écologique.
avec l'ouvrage clé là-dedans, c'est l'ouvrage de John Bennett, Northern Plainsman, dans lequel il fait la distinction entre les stratégies d'adaptation et les processus adaptatifs. Les stratégies, c'est les décisions. On s'approche de l'économie formaliste. Là, c'est les décisions que prennent des individus. Ça peut être des producteurs. Lui, il a beaucoup utilisé les éleveurs, mais ça peut être des chasseurs aussi, ou ça peut être des agriculteurs, que par rapport, disons, à leurs ressources, à l'utilisation de leurs ressources. Donc, c'est des décisions qui se veulent rationnelles à partir des éléments que tu as à ta disposition, les ressources, différentes ressources, la terre, par exemple. Dans ce cas-ci, c'était la terre pour l'élevage ou pour l'agriculture, même pour les chasseurs, parce qu'il y avait aussi dans les plaines des chasseurs, je pense, dans cette région-là, c'était les cris. Et ça peut être ailleurs, des ressources aquatiques, ça peut être ailleurs les ressources forestières, mais dans ce coin-là, c'est des plaines, donc pas grande forêt. Donc, comment les individus prennent des décisions rationnelles au jour le jour, année après année, mais aussi à plus long terme, ces stratégies-là s'additionnent, se changent aussi, qui font qu'à un moment donné, il y a une transformation, il y a un processus aussi de changement. Donc, le processus, c'est le changement dans l'état de la communauté, dans l'état, même si c'est un groupe plus large, de société, qui est le résultat de l'accumulation de stratégies adaptatives à travers les années et même à travers les siècles, qui fait qu'après un siècle, les sociétés des plaines peuvent se changer. Par exemple, un exemple que je donnais, souvent, c'est les sociétés des plaines de chasseurs de bisons. Avant, il y a l'introduction du cheval, qui vient par les Espagnols au Mexique. C'était des chasseurs à pied. Mais chasser le bison à pied, à part de l'envoyer sur une falaise, là, c'était pas toujours facile. Donc, les Indiens des plaines étaient principalement des agriculteurs autant que c'était possible à cause du degré d'humidité des sols. Parce qu'à un moment donné, les plaines, ça devient très aride, on ne peut pas pratiquer l'agriculture. Mais quand est arrivé le cheval, une bonne partie des sociétés qui étaient sédentaires sont devenues nomades, chasseurs de bisons, à cause du cheval. Donc, l'introduction du cheval, c'est une stratégie qui se veut d'optimiser, disons, les capacités de chasser le bison, de faciliter. Dans le fond, c'est beaucoup plus facile de tuer 100 bisons par année puis d'en vivre le restant de l'année que de cultiver la terre pendant des mois et des mois de temps. Donc, il y a une question aussi de dépense d'énergie par rapport à l'énergie récoltée. Au kilocalories, si on peut compter comme ça, là, comme le font les néo-fonctionnalistes de l'écologie culturelle. Donc, ça a été, on pourrait dire, ma principale contribution, mais personnelle, depuis dans mes cours, à une élaboration théorique, cette combinaison entre deux approches théoriques, matérialisme historique et anthropologie processuelle dans le cadre de l'anthropologie écologique. Bon, par ailleurs, se greffe à ça différentes choses dont j'ai déjà parlé. Par exemple, les études d'impact qui contribuent, disons, qui sont le résultat là, de décisions, comme je le disais, assez rapides pour la transformation d'un milieu et qui, évidemment, mais là, on est toujours dans un certain fonctionnalisme, l'interdépendance des différents éléments d'une société qui font que si on fait un barrage, si on évacue les populations de ces régions-là, si on les amène dans d'autres régions, par exemple, il y a des cas comme ça, je ne me souviens plus dans quelle vallée. Il occupait la basse vallée, mais pas la haute vallée. Il y avait des forêts et de la mouche tsetse qui faisaient tuer le bétail. Donc, on l'a déménagé dans la haute vallée, dans cette région-là, puis les gens ont perdu leur bétail. Donc, mais c'est tout un enchaînement, comme on dit, que le battement de papillon en Angleterre peut avoir des conséquences mondiales. Il y a un article qui a été écrit sur ce sujet-là. Toute la chaîne d'entraînement, je ne pourrais pas le dire, mais en tout cas. Donc, évidemment, la planète Gaïa, comme on l'appelle, et comme il y a une certaine théorie que la Terre est un tout qui réagit elle-même, et aussi qui est affecté par différentes
différentes interventions, donc à différents endroits sur la planète. Comme on dit, bon, il y a un poumon. La planète a un poumon c'est une comparaison biologique. Mais parce que j'ai travaillé aussi sur l'Amazonie, déforestation de l'Amazonie. Bon, c'est pas vrai, pas exactement vrai, mais c'est sûr que les forêts jouent un rôle important dans le maintien de la température de la planète et la réoxygénation à travers la photosynthèse. Donc, il y a en Amazonie, la coupe forestière sur une grande échelle depuis des décennies maintenant a un certain impact d'abord sur le climat local. Dès qu'on déforeste, la température peut passer de 20 à 25 degrés en moyenne à 30 degrés. Et ça affecte aussi la composition des sols et ainsi de suite parce qu'on enlève la couche d'humus. Donc, c'est toutes ces transformations-là dues parce que dans mon cas, on partait des sociétés en équilibre avec le milieu, sociétés traditionnelles, les chasseurs-cueilleurs, les sociétés qui ont transformé le milieu par l'irrigation, par exemple. Les plus grandes civilisations dans le monde, dans le passé historique, se sont développées avec l'irrigation. On regarde en Chine, en Mésopotamie, on regarde aussi en Égypte. Il y a même eu dans les Andes aussi, il y avait des aménagements de territoire, l'irrigation. Par exemple, le bassin de la vallée de Mexico avait été aménagé par ce qu'on appelle les Chinampas, qu'on appelait les îles flottantes, mais c'est l'aménagement des bas-fonds, lesquels on faisait de la terre, un genre de compost, puis des terres agricoles, même les bas-fonds du lac. Donc, c'est tout ça que dans mon cours, je traitais en tant que de processus de transformation de société à partir du stade de la chasse, la pêche, la cueillette, donc prédation directement des ressources du milieu, l'agriculture primitive sur brûlis, etc. Et puis, société avec irrigation, qu'on appelait aussi les sociétés du mode de production asiatique. Et puis, les sociétés du capital commercial, dont on rentre un peu dans les développements des pêcheries dans le golfe Saint-Laurent. C'est le capital commercial qui s'est installé, qui a remplacé les pêcheurs autonomes par des grandes compagnies de pêche qui engageaient des pêcheurs plutôt qu'ils soient, disons, des producteurs autonomes. Comme ils ont continué à exister aussi, mais dans le golfe Saint-Laurent, on connaît bien le rôle des compagnies jerseyaises là, qui ont organisé la pêche. Donc, c'est un peu ça qui, pendant ma période de recherche et d'enseignement au département, a soutenu ma démarche théorique, puis, parce que j'ai inclus aussi là-dedans les études d'impact. Et dans ma recherche actuelle avec les Inuits sur la sédentarisation, c'est dans ce sens-là aussi que lors de ma présentation, mardi, il y a 2 semaines, là, il y a à peine 2 semaines, même pas, j'ai parlé d'un processus de transformation de sociétés de chasseurs nomades ou de groupes de chasseurs nomades qui ne formaient pas nécessairement une société à cette époque-là, en groupe sédentarisé, pas nécessairement sédentaire complètement, parce que le nomadisme existe toujours. Mais le processus est en cours. Il a commencé il y a au moins un siècle et demi. Je ne sais pas où on commence, mais disons qu'on commence avec les premières réserves. Chez les Inuits. Il y en a eu une à Québec dans les années 1630, mais elle a duré 10 ans à peine. Mais à partir des années 1850, là, il commence un processus de réserve, de construction de maisons, d'institutions qui s'installent, le clergé, après ça, un peu plus tard, les écoles, puis plus tard, des fois, des dispensaires. Même, il y a eu même un hôpital à Béthé-Amite à un temps donné. Donc, mais c'est un processus qui a été long et lent dans les premières années et s'est beaucoup accéléré avec les années 1950, là, quand se sont créées les dernières réserves, là, à partir de Mingan, Quenchit, jusqu'à Pacoachipi. Là où comme je le disais auparavant, le clergé avec les agents des affaires indiennes et puis les agents économiques en général, là, implantés sur la Côte-Nord, dans la foresterie ou dans les mines, etc. Là, il y a eu une pression énorme pour accélérer la sédentarisation des Inuits. Puis le processus existe à peu près de façon semblable à différents endroits, là, au Canada, même, on pourrait dire, chez les Inuits. Peut-être l'industrialisation un peu moins, là, mais je pense que c'est un phénomène qu'on peut voir à la grandeur de la planète, là.